Le premier gouvernement de la Troisième République va générer et diffuser au niveau massif un racisme républicain. Parce qu'à ce moment, les Siegfried vont avoir un rôle extrêmement important. Il n'est pas seulement maire du Havre, il est dans c'est le roi du coton. Enfin bon, on sort d'une année où l'actualité de Gaza et de la Palestine a été importante. Bon, la question de la colonisation, elle est aussi centrale dans cette crise. Eh bien super, ça enregistre. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Pierre et Alain, qui ont écrit le livre Un Havre colonial, co-écrit le livre avec plusieurs auteurs, plusieurs contributeurs et contributrices, et des personnes qui vous ont relu. Et donc, le livre s'appelle Le Guide du Havre colonial. Il a été édité aux éditions Sileps, et il nous invite à parcourir la ville avec le nom des rues, des bassins, des places, où sont nommés des personnes et des lieux qui ramènent au passé colonial du Havre. Et il nous invite à découvrir de façon historique. C'est un outil qui nous permet de comprendre historiquement notre ville d'un point de vue décolonial, et aussi nous permet de mieux la comprendre d'un point de vue politique. Moi, la première question que je veux vous poser, qui est très simple, c'est comment est-ce qu'il a commencé votre projet, pourquoi vous l'avez fait et comment s'est passée la rédaction? Alors le projet, en fait, il a été suscité, je dirais, par l'extérieur. C'est la préexistence d'une série d'ouvrages dans la collection Sileps sur les guides coloniaux de différentes villes. Et il se trouve que dans cette collection, le deuxième ouvrage qui est paru il y a 5 ou 6 ans et qui était le guide du Bordeaux colonial a été piloté par un ancien havrais qui a été longtemps professeur au lycée Claude Monet et qui est devenu bordelais d'adoption et qui est revenu nous secouer les bretelles en disant mais comment ça se fait qu'une ville comme Le Havre, avec son passé colonial, etc., ne se soit pas inscrit déjà dans cette collection de guides coloniaux. Et donc c'est ça qui, il y a à peu près 2 ans maintenant, nous a incité à créer une équipe et à nous inscrire dans cette série des éditions Sileps. On a d'abord fait un premier travail pour recenser toutes les rues de la ville du Havre qui ont un rapport de près ou de loin avec le colonialisme. Bon. Aussi bien de ceux qui ont été les acteurs, à qui on a donné des noms aux rues, mais aussi à quelques-uns qui ont résisté, ont dit non à tout ça. Ils sont moins nombreux, bien entendu. Et on a essayé de recenser toutes ces rues-là qui avaient un rapport avec cette histoire, de l'esclavagisme au colonialisme. Et les noms qui sont donnés et qui sont familiers à tout le monde, sans savoir vraiment pourquoi on a donné ces noms à nos rues et quelle histoire il y a derrière. Donc c'était le premier travail, c'était de recenser les rues. Bon, alors on a utilisé le dictionnaire des rues du Havre édité par les archives qui faisait un recensement déjà de toutes les rues, qui faisait pas des commentaires ni des fiches sur chaque personnage qui avait été désigné pour les rues, mais qui donnait les dates, qui donnait toutes les rues du Havre. Et à partir de là, on a essayé, en regardant les autres guides coloniales, mais en allant sur toutes les archives qui existent, enfin tous les livres qui ont existé, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires ou de chercheurs qui ont fait du travail sur tous ces noms-là, sur toutes ces personnes-là. Bon. Et donc on a essayé de voir qu'est-ce que ça concernait exactement. On a trouvé à peu près 140 rues du Havre qui sont concernées par la question. C'est un des points les plus importants de
de l'état d'esprit dans lequel on a travaillé, c'est cette idée que, bon, on a fait le constat que même si c'est intervenu très tardivement au Havre, il y a eu un long silence sur le passé colonial, voire esclavagiste du port du Havre. Il y a des études absolument formidables qui ont été au niveau universitaire réalisées ces dernières années, à partir desquelles on a aussi évidemment travaillé. Mais la particularité de ce petit guide, c'est d'offrir au lecteur la question coloniale sous un angle extrêmement simple, je dirais même pas ludique, mais c'est pas un livre qu'on lit comme un roman. On va piocher parce qu'on connaît tel nom de rue, bon, et on passe de la Renaissance à la guerre d'Algérie en 2 pages, bon, mais il y a une espèce de continuité, et nous l'idée qui s'est croisée avec celle des éditions Sileps, parce que au bout du compte, cette idée de faire quelque chose de à la fois le plus accessible possible à tous, et le fait que ça paraisse en livre de poche avec un prix de livre de poche, pour nous c'était peut-être essayer de faire justement un marchepied et donner envie aux gens d'aller vers des ouvrages plus compliqué, plus complet sur la ville et même sur le colonialisme. Mais c'est l'approche qui nous a semblé intéressante. Vous avez fait un choix qui est de faire l'histoire du colonialisme, mais pas que sous le regard des colons, mais aussi sous le regard des colonisés, ou des personnes qui en tout cas ont réfléchi aussi la question décoloniale et qui ont lutté. Pourquoi ? Pourquoi personnellement, je dirais parce que ils sont tellement peu nombreux, les colonisés ou ceux qui se sont solidarisés des colonisés, ils sont tellement peu nombreux dans le nombre des rues qui célèbrent par contre les grands sabreurs et les grands politiciens ou commerçants qui ont organisé le pillage des colonies, que évidemment on a cherché à les mettre en valeur. C'est pour ça que peut-être l'ouverture du livre sur Aimé Césaire est une vignette plus longue que les autres dans le livre, mais ça a du sens parce que c'est un hasard alphabétique, mais en même temps c'est un heureux hasard alphabétique. À un moment donné, dans le livre, on voit qu'il y a 3 rues pour une seule famille de négociants. Alors, oui, Ancel, les Siegfried. Siegfried, Ancel et des dynasties. Voilà, exactement. Là, je parle des Ancel, donc grande famille d'esclavagistes, avec des milliers de captifs, comme vous expliquez. Ces rues qui perdurent encore, elles montrent aussi à quel point nos villes, et là, dans ce cas-là, le Havre, est vraiment construit sur des fondements coloniaux. Et je pensais, en lisant votre livre, ça va jusqu'à l'architecture, les notables de la ville, dont aujourd'hui il y a encore des réminiscences de leur influence et des vraies permanences de leur influence, l'architecture, les bassins. On est vraiment une ville qui a, quand on lit votre livre, c'est encore plus frappant de à quel point on est construit sur ces bases-là du colonialisme et de l'esclavagisme. Comme on l'a dit, des 2000 ans, mais est-ce que ça vous a encore plus frappé en écrivant le livre ? C'est une ville nouvelle, au sens où elle est créée en 1517. Bon, enfin, ça commence la construction. Bon, c'est pas une vieille ville avec le Moyen-Âge derrière et tout ça. Hein. Donc, elle se crée parce qu'il faut aussi, c'est la décision de François Ier, de participer à l'expansion européenne où les Espagnols, les Portugais et les Britanniques ont pris de l'avance. Bon.
Et donc, c'est à partir de là que l'on va créer un port et une ville autour pour aller vers l'Amérique. Bon, c'est ça le début, surtout vers le Canada, les découvertes, et puis les Antilles, le Brésil, et puis après, voilà, tout s'enchaîne. Et donc ça commence un peu comme ça. Bon. Et ensuite, évidemment, de fil en aiguille, ça prend toute une ampleur, et toute l'ampleur, comme c'est un des grands ports de la façade maritime atlantique, comme tous les grands ports européens d'ailleurs. Toute la question de l'esclavage d'abord, mais surtout après du colonialisme, va être le centre des activités de ce port. Là, on n'est plus sous le colonialisme, mais 80% des marchandises qui viennent de Chine arrivent dans le port ici. Bon. Justement, voilà, je profite pour passer justement sur une autre question dont je voulais parler. Votre livre parle beaucoup au passé, même si à la fin, et pas que à la fin, il y a une petite note sur le présent notamment. Et à la fin, je lis tandis qu'Emmanuel Macron réaffirmait en février 2017 que la colonisation fut un crime contre l'humanité. Bon, c'est la fin d'une phrase. Et à l'ombre de ces propos, les grands groupes français multinationaux continuent de se partager les matières premières agricoles, minières et énergétiques de l'Afrique subsaharienne. Et on le voit nous-mêmes ici. Est-ce que le nouveau café n'est pas le pétrole? Et est-ce que les entreprises qu'on peut avoir ici dans le bassin pétrochimique et tout ça, on parle souvent de néocolonialisme. En vrai, il y a un vrai continuum colonial qui a juste transformé ces formes. Mais votre livre parle beaucoup au passé et fait référence aussi au présent. C'est une lutte qui continue en fait. J'ai l'impression, je pose la question, je le dis comme affirmation, moi mon côté militant le fait affirmer, mais en vrai c'est une question. Disons que l'Europe occidentale en est arrivée à coloniser 75% des terres émergées du monde dans les années début du XXe siècle. Donc évidemment, à partir de là, cette situation-là, est dominante dans le monde. Et en même temps qu'elle a fait cela, elle a sous-développé quelque part ces pays. Parce qu'on parle des échanges, de combien de tonnes de café, tout ça, etc. et tout, mais cette logique-là visait à utiliser un travail le plus précaire possible et le moins cher. D'abord, les premiers engagés, c'est des gens d'ici, des ports de la Manche qui sont emportés là-bas, et puis après les esclaves à grande échelle, etc. et tout, mais après le travail forcé, etc. Ça a toujours été une exploitation de main-d'œuvre et une extraction des matières premières que l'on transforme en métropole, parce que c'est ça aussi. Empêcher l'industrialisation dans les pays concernés qui ont ces ressources. Ils sont transformés en métropole. Il n'y a pas de transformation du café, de torréfaction dans les endroits où on le fait. Il n'y a pas non plus de transformation du nickel, par exemple, qui vient de Nouvelle-Calédonie. C'est au Havre qu'on installe en 1850 ou 35 les premières usines de raffinage du nickel avec des bateaux spéciaux. C'est à l'époque où Jules Chiffry, des ministres des colonies, le nickel de Nouvelle-Calédonie, pendant 100 ans quasiment, est venu directement au Havre sur des bateaux spéciaux, et c'est là qu'on a installé les usines qui le transformaient. Mais on pourrait prendre des tas d'exemples. Même chose pour le coton. Le coton est cultivé là-bas, et les filatures. Donc c'est ça qui va créer un rapport d'échange inégal, bien sûr. Et donc ça va permettre l'accumulation des fortunes qui vont après s'auto-alimenter dans la recherche d'un profit qui se renouvelle à chaque fois. C'est ça l'idée de fond si on fait un petit peu la synthèse de tout ça. La main-d'œuvre la plus basse, c'est l'extraction des matières, et puis après, voilà. Et donc ça va se modifier, il y aura différentes formes, et les ports, les grands ports européens sont au cœur de cet échange-là, bien sûr. Et donc forcément, ici, c'est important. Je pense que non seulement après une longue période où on a eu l'impression que la page du colonialisme était tournée avec toutes les indépendances
notamment pour ce qui est de l'Empire français, des pays africains, etc., dans les années 60. Là, quand même, il y a une espèce, depuis quelques années, de retour de la question coloniale qui ressurgit parce qu'on voit que dans toute une série de crises au plan international, cette question coloniale a un rôle central. Pour ne prendre que l'année dernière, si on regarde ce qui s'est passé en Kanaki, avec une situation quasi insurrectionnelle liée à une décision de la métropole de modifier le code électoral de façon à se prémunir du risque d'un vote favorable à l'indépendance, ou la Martinique, enfin les mobilisations de la population martiniquaise contre les conséquences au niveau des conditions de vie et du pouvoir d'achat de rapports coloniaux qui maintenus entre la Martinique et la métropole, de dépendance et de et pour être encore plus récent, enfin le traitement par nos dirigeants ou relayé par les médias de la situation à Mayotte après le cyclone, sur la question des bidonvilles ou sur la question du nombre important de gens en situation irrégulière, personne n'explique les conditions dans lesquelles cette situation s'est créée, c'est-à-dire ni plus ni moins une sorte d'annexion contre le droit international de l'île de Mayotte du reste des 3 autres îles de l'archipel des Comores qui avaient choisi l'indépendance et donc la volonté de la France de se maintenir pour des raisons géostratégiques, politiques, militaires. Donc la question coloniale, c'est l'actualité, c'est et puis alors là je veux parler de la situation des départements et territoires d'outre-mer français, mais enfin on sort d'une année où l'actualité de Gaza et de la Palestine a été importante. La question de la colonisation, elle est aussi centrale dans cette crise. Oui, d'ailleurs, on voit dans le livre, à travers certains personnages dont vous parlez, qui ont fait partie des colons, comment sur la question palestinienne et même sur les questions des territoires dits d'outre-mer et tout ça, comment les débats n'ont pas beaucoup changé dans le camp réactionnaire, on va dire, des colonisateurs. C'est un bilan néfaste, mais qui apparaît aussi sur votre livre, où il n'y a pas une grande évolution de ces questions-là. Il y a quand même une évolution, parce qu'on n'est plus dans la situation du colonialisme. Il ne faudrait pas banaliser l'idée du colonialisme. L'occupation pendant 200 ans, 300 ans, l'exploitation par le travail forcé, l'extraction des matières premières, l'absence totale d'autodéveloppement de ces pays, il y a eu des luttes de libération qui fait qu'on les a... il y a eu des indépendances. Alors bien sûr, les indépendances, à la fin des années 60, n'ont pas été tranquilles. On ne les a pas laissés faire, mais surtout, ils ont eu du mal à en sortir de cette dépendance. Non, mais quand je disais qu'il n'y a pas eu de changement dans le camp réactionnaire, c'est dans le camp de ceux qui bénéficient du colonialisme encore et de ceux qui aimeraient le voir se renforcer et perdurer. C'est heureusement que les luttes ont mené à des victoires, et espérons que ça continue. Mais dans ce camp-là, on a pu le voir, que ce soit par les réactions de notre président dernièrement, de M. Bayrou, notre Premier ministre, de Netanyahou en Israël et de bien d'autres, et même le président actuel, le nouveau président des États-Unis. Les discours, moi je ne trouve pas qu'il y ait une grande différence de leur part entre ceux de l'époque et aujourd'hui. On retourne sur des débats sur l'ensauvagement, sur la recherche
de frontières pour nous distinguer. Moi, c'est dans ce camp-là. Et évidemment, il y a eu des victoires du camp du Sud global, qui d'ailleurs s'organise de plus en plus. Mais moi, c'est plus dans ce sens-là. Mais évidemment, oui, qu'il y a eu des victoires et des évolutions, oui, ça tout à fait. Non, mais c'est vrai, tu peux citer aussi, puisque c'est l'actualité de la semaine, que c'est totalement hallucinant de voir un rejeton de l'apartheid de l'Afrique du Sud qui s'appelle Elon Musk faire un salut nazi voilà. à la célébration de Trump, et on se dit c'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Et quand on travaille sur les mémoires, restituer les mémoires, il y en a beaucoup trop qui les perdent, les mémoires. Bon. Et donc on est dans une période où en effet c'est important aussi de restituer toutes les mémoires et de les faire comprendre et de réexpliquer, bon, avant que ça se perde dans l'intelligence artificielle et les différentes délires qui s'emparent des docteurs folamour américains ou russes. Et les victoires ne sont jamais acquises. Et oui, non, évidemment qu'il y a des victoires, mais ouais, quelle année et quelle semaine. Non, mais oui, tout à fait. C'est très, très important. Pour être encore plus pessimiste que toi. Non, mais je sais pas. Moi, je suis un pessimiste optimiste. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. On peut pas militer qu'en étant pessimiste, ça amène à rien de bon, je pense. Mais c'est vrai, il y a des périodes dans la vie plus dures que d'autres. Et là, le bilan d'année dernière, et vu comment celle-là commence. Comme tu dis. Et à la fois, moi qui suis. Moi, je me retrouve entre la génération de mes enfants et la vôtre. Et quand moi j'étais très jeune adulte, fin d'adolescent, jeune adulte, on avait l'impression que le camp, justement le camp qui militait sur les questions décoloniales, sur les questions féministes, etc., mais de façon un peu plus radicale ou marxiste, dirons-nous, comme ça, avait disparu. Et à la fois, ce qui donne espoir, c'est que maintenant, je me retrouve avec des gens de votre génération qui viennent justement nous ramener ces mémoires-là et avec qui on peut partager des pensées, aussi plurielles soient-elles, et aussi avec des jeunes qui arrivent, qui sont plus déterminés que jamais, donc il y a aussi de l'espoir. Qu'est-ce que vous pensez, si je voulais votre avis, en tant que co-auteur de ce livre et peut-être que aussi penseur et militant, de la décision de la ville de ne pas changer le nom des rues de ceux qui ont pu qui ont fait perdurer cette colonisation, mais de mettre des plaques à la place, parce qu'il y a l'argument de il ne faut pas cacher l'histoire, il faut en parler, et donc vaut mieux les laisser en expliquant d'où est-ce que ça vient. Et puis il y a l'argument aussi qui s'entend, qu'on voudrait voir les rues des villes dans lesquelles on se meut tous, avec des noms un peu plus sympas que ceux-là. Et moi j'ai cette opinion que de toute façon, les villes sont vouées à changer quoi qu'il advienne, parce qu'elles accompagnent l'histoire, et je voulais votre avis sur ça. Ouais. Les rues du Havre ont changé, mais juste au moment des révolutions seulement. C'est-à-dire qu'en 1794, au plus fort de la Révolution française, on va rebaptiser toutes les rues, supprimer toutes les références à la monarchie de droit divin, et on va les baptiser égalité, liberté, affranchissement, toutes les valeurs de la République. On fait la même chose en 1848, et on va effacer les noms de rues napoléoniennes et de l'Empire, et on va mettre d'autres, les rues de la République à la place du boulevard impérial, ou des choses comme ça. Bon, donc ça arrive qu'on change des noms de rues. Mais pas seulement, bon, la mairie a choisi de faire comme ça des plaques sur une dizaine de rues du Havre. Bon, c'est un premier pas. Il y a d'autres moyens aussi de rendre dans l'espace public la commémoration et les mémoires que changer les noms de rue. Il y a des possibilités de faire des stèles, des explications, des événements sur la ville, hein, c'est-à-dire pour que les citoyens puissent s'approprier l'histoire. Bon, il y a plein de moyens pour que les mémoires soient restituées quelque part, et que tout le monde puisse circuler dans une ville où tout le monde s'y sent à peu près bien, même si les mémoires sont différentes. On peut aussi parfois changer les noms de rue. Bon, voilà, on pourrait parfois changer les noms de rue. Je
sais pas, des têtes galonnées qui sont rien à voir avec Le Havre en particulier, mais qui se sont illustrés dans la conquête coloniale, comme je sais pas, le maréchal Gallieni par exemple. Bon, on n'est pas obligé de le garder, hein, quand même. Les massacres faits à Madagascar, la conquête de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Soudan, et surtout la théorie militaire, comme quoi il faut frapper les populations et puis ensuite les diviser en ethnies et les opposer les uns et les autres. C'est quand même une théorie qui est née quand même, qui a proliféré ensuite, dans les guerres plus modernes ensuite, de décolonisation, etc. Bon, il y a des choses comme ça. Hein. Il y a, je ne sais pas, l'amiral Courbet, peut-être pas changer le nom de la rue, mais l'amiral Courbet, il a quand même la particularité d'être le colonisateur du Vietnam, avec sa troupe de 200 cuirassiers canonnières qui ont été fabriquées au chantier Augustin-Normand et qui va diriger toute une armada pour terminer la conquête du Vietnam et même s'en prendre à la Chine et mener les guerres de l'opium avec les Britanniques pour forcer les Chinois à ouvrir leur marché en les inondant d'opium fabriqué pour les uns en Inde, pour les autres au Laos. Et c'est comme ça qu'on va soumettre une bonne partie de la Chine. Donc Courbet, lui, c'est le colonisateur quand même. Bon, il se trouve que dans l'histoire récente, on a découvert, enfin, certains le savaient depuis longtemps, mais que Ho Chi Minh était de passage au Havre entre 1910 et 1913. Voilà. Il était jeune, il sortait du Vietnam. Il cherchait des solutions anticoloniales, il voulait aller aux États-Unis, rencontrer des nationalistes coréens, tout ça. Donc il prend le bateau sur la ligne directe, Saigon, Marseille, Le Havre, Dunkerque. Les chargeurs réunis débarquent à Marseille, il continue au Havre, il a accompagné d'autres Vietnamiens avec lui d'ailleurs, et puis il s'arrête là. Il a travaillé cuisinier sur les bateaux, il a été marin ensuite, parce qu'il voulait passer en Amérique, et il est resté au Havre pendant au moins 2 ans. Il a travaillé comme jardinier chez un négociant, un riche négociant de Sainte-Adresse, il a travaillé au tri du coton, bon, voilà, etc. Et tout. Bon. Cette trace existe. Voilà. Et il y a quelque temps, l'ambassadeur du Vietnam en France, en 2015, est venu à Sainte-Adresse et au Havre pour le centenaire de la naissance de Ho Chi Minh, je ne sais plus exactement pourquoi, enfin sur la date, il vient pour essayer de rechercher les traces de Ho Chi Minh ici. Il est reçu par les 2 mairies, Sainte-Adresse et Le Havre. Et celle de Sainte-Adresse fait un travail avec eux pour retrouver où avait travaillé Ho Chi Minh à Sainte-Adresse, puisqu'il avait été embauché par un négociant. Ils retrouvent la propriété Masquelier et puis ils vont accepter. Et c'est très récent, on a failli ne pas le mettre dans le guide parce que c'est arrivé au mois de décembre dernier, c'était une semaine avant la publication. Et le maire de Sainte-Adresse a reçu le président du Vietnam pour mettre une stèle dans un jardin de la propriété Masquelier qui rappelle le passage de Ho Chi Minh sur la voie de la libération de son pays. Bon, avec voilà, une reconnaissance de cette mémoire-là, ce qui prouve que c'est possible de le faire. Alors, la mairie du Havre a quand même trouvé que, et c'est vrai que Ho Chi Minh est allé habiter aussi au numéro 1, Amiral Courbet. Bon. Mais l'amiral Courbet, c'est celui qui a fait la colonisation du Vietnam. Donc là, on découvre qu'ils ont déposé une petite gerbe. Mais alors là, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas au moins une mémoire de ce passage, de celui qui a libéré le Vietnam, quoi que l'on pense après de sa politique, après le pouvoir, c'est une autre histoire, mais au moins de ça. Bon, pour l'instant, alors c'est pour donner un exemple de ce qui est possible. Et parmi d'autres exemples, c'est possible par exemple qu'il y ait... Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune mémoire de Saint-Domingue et d'Haïti dans cette ville? Justement... Voilà, pourquoi il n'y a rien? Il y a tous les autres pays, il y a toutes les Antilles, etc. Rien sur Haïti, rien sur Saint-Domingue. Et alors, pourtant, c'était tellement important pour les armateurs et les négociants, à vrai. Pas simplement pendant l'esclavage, à la suite de la restauration de l'esclavage. Puis après... à l'indépendance d'Haïti, puis après pour reconquérir le commerce. Bon,
On a honte de ça, ou on ne veut pas parler de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Delgrès, ou de ceux qui vont chercher à se libérer de la plus grande révolution d'esclaves qui a été victorieuse. Bon. On pourrait avoir une petite mémoire dans cette ville qui a tellement bénéficié de l'exploitation de cette colonie où il y avait 500 000 esclaves, 40 000 métis et 30 000 colons. C'est explosif, évidemment. Et c'est une révolution parallèle à la Révolution française qui a déclenché le premier pays qui se libère de l'esclavagisme indépendant, reconnu par personne, ni par les nouveaux États d'Amérique indépendants qui continuent à faire l'esclavagisme, les États-Unis aussi, bien sûr, ni évidemment par la France. Donc, voilà. Donc il y a quelque chose quand même qui serait nécessaire de mettre dans la mémoire publique de cette histoire-là, qui est très chargée quand même. Il y a un extrait qui moi, m'a beaucoup plu, parce qu'en arrivant au Havre, j'ai découvert aussi l'importance du hack. Et vous en parlez. Ah oui. Mais moi j'aime bien parce que montrer que l'histoire ne se fait pas toujours que par les grandes personnes dans le sens notable et bourgeois du monde, mais l'histoire se développe de partout. Et vous parlez de... Je vais vous laisser raconter, qui a envie de raconter un petit peu? Bah vas-y, alors. Oh bah, l'histoire, c'est parce que parmi nous, des copains ont dit oui, mais il faut parler forcément des footballeurs du HAC algériens qui sont partis et tout. Alors on savait un petit peu, mais on a creusé. On s'est aperçu qu'il y a même eu un livre qui a été publié sur cette histoire de footballeurs algériens qui, pendant la guerre d'Algérie, à partir de 1957, je crois, 52, je me trompe peut-être sur les dates, vont partir de leur club en France. Ils sont une vingtaine, notamment Mekloufi, qui sera le célèbre joueur de foot algérien ensuite, mais beaucoup qui viennent des clubs de Monaco, de Lens et 5 du Havre, qui vont partir pour constituer en Tunisie, puisque le 11 de l'indépendance, ils vont créer une équipe de foot d'Algériens pour essayer de faire une tournée dans le monde entier pour promouvoir l'idée d'indépendance de l'Algérie avec son équipe de foot. Bon. Ceux du Havre, quand même, ont la particularité de gagner la Coupe de France contre Sochaux 3-0, si je ne me trompe pas. Et au lendemain, après que le général de Gaulle leur ait remis la Coupe de France, ils font leur valise et partent en Tunisie et vont intégrer pendant 2 ans, 3 ans le 11 de l'indépendance. Bon. Et ils vont faire des tournées dans les pays non alignés, ils vont faire ça parce que la Fédération française de football va évidemment décider de boycotter, et va même aussi convaincre la FIFA qu'il ne fallait pas jouer avec cette équipe-là, etc. Et tout. Bon. Arrive en 1962, l'indépendance de l'Algérie, l'équipe de foot existe, mais l'Algérie est indépendante. Mais les Mekloufi et puis nos 5 joueurs havrais vont revenir dans leur club d'origine. Voilà, ils reviennent là. Voilà. Certains vont rester dans les clubs algériens, d'autres vont revenir dans leur club, et puis voilà. Et donc c'est intéressant d'avoir ceux qui nous ont indiqué cela. On a voulu travailler cela. Il n'y avait pas forcément spontanément de haine et comment dire. Les supporters de foot acceptaient tout à fait ça, voilà, quelque part. Et donc c'est pour dire quand même que même si la guerre d'Algérie a provoqué tellement de douleurs multiples et de conflits d'identité, etc. et tout, il y avait quand même parfois et souvent des convergences qui pouvaient se faire. C'était pas... Merci beaucoup. Alors on l'a mis aussi parce qu'il y a aussi autre chose, c'est notre ami qui nous a inspiré sur le guide du Havre colonial. On avait juste avant l'histoire du club de foot, c'est les manifestations des rappelés d'Algérie à la guerre du Havre. Bon.
Et lui, il était enfant à l'époque, et sa première manifestation, c'est sa mère qui l'emmène à la gare du Havre, où se rassemblent plusieurs centaines de familles dérappelées au début de la guerre d'Algérie, quand on mobilise le contingent et qu'on appelle les anciens appelés qu'on rappelle, et qui partent là-bas. Et donc ils vont s'opposer au départ des trains. Il y aura ensuite à Rouen la caserne qui va se révolter aussi parce qu'on les a mis là-bas. Tout le parcours des soldats appelés qui vont aller du nord de la France, dans les gares parisiennes, sur toutes les étapes qui les amènent à Marseille pour partir, vont être... il y aura des trains brûlés, il y aura des choses comme ça. Bon. Comme quoi, il y avait... ils ne voulaient pas la faire, cette guerre. Les rappeler. Et donc ça existait. Donc on a mis ça aussi parce que ça rappelait une mémoire havraise où il y a eu cette révolte-là à la gare du Havre. Avec votre livre, on découvre des personnages havrais tels que André Siegfried, qui a participé à la théorisation de la différenciation par la race, et Georges Ravera, merci, notable d'affaires politiques exploité des colonies et qui nous viennent du siècle précédent, et qui faisait partie de cercles et de noms proches tels que ceux de Ruffnac. Et moi j'ai creusé un petit peu la question, et ça crée des liens jusqu'à aujourd'hui quand même, parce que bon, Ruffnac est la famille Ruffnac a créé des maires, dont le maire qui a précédé le nôtre et qui a été son formateur, qui a soutenu aussi Sarkozy et tout ça. Est-ce que vous voulez en parler ou pas? Non, mais il suffit d'aller à l'exposition du MoMA actuellement, où il y a l'exposition sur les œuvres qui ont été données au muséum par Olivier Senne. Et tout est expliqué dans la généalogie, les mariages entre Olivier Senne, enfin la famille Senne, la famille Siegfried, et puis les familles Ruffnac et les Ravera. Bon, c'est pas, il n'y a aucun mystère de ça. C'est vrai que les Siegfried jouent un rôle important, les trois frères et le fils. Parce qu'à ce moment, les Siegfried vont avoir un rôle extrêmement important. Il n'est pas seulement maire du Havre, il est dans c'est le roi du coton. Parti colonial et tout ça. La Nouvelle-Calédonie, le Congo, et puis des histoires pas très propres sur la main-d'œuvre et sur l'exploitation, beaucoup de choses. Et la création du Parti colonial, ça Pierre il peut en parler plus que moi, dans le bureau de Ravera, qui est quand même un des négociants de la ville les plus puissants. Et c'est là que va se créer aussi une philosophie. Dans son bureau, c'est les Siegfried et le fils Siegfried qui vont créer l'Institut de psychologie des peuples et de sociologie politique. Bon. Et vont se créer une imaginerie, un imaginaire, excuse-moi, de représentation des peuples pour dire ils sont ceci, ils sont cela, qu'on va retrouver dans les classifications qu'on trouve dans la main-d'œuvre, par exemple, qui existe lorsqu'on prend des milliers, dizaines de milliers de main-d'œuvre coloniale pour travailler dans les usines du Havre avant la guerre 14-18, mais aussi avant 39-45, sous administration militaire. Et il y a des petits manuels qui existent pour ce moment-là. Les Vietnamiens sont comme ci, les Chinois sont comme ça, les Kabyles sont là, et puis les Arabes sont différents, et puis les Noirs, c'est vraiment les derniers des derniers, etc., etc. Et tout. Ces classifications-là vont arriver dans les livres d'école. Après, ils vont arriver dans une philosophie plus élaborée, c'est-à-dire que lui, il va développer, comment il s'appelle, Siegfried, il va développer ça de manière plus, soi-disant, psychologique et sociologique. Voilà. Et ça va continuer jusqu'après-guerre d'avoir ces représentations-là. Ça crée une ligne universitaire, je crois. Oui, c'est ça, il y a une petite rue université du Havre. À Sciences Po, à Paris, il y a encore une salle
à son nom. Bon, voilà, c'est l'époque et c'est comme ça que se crée, dans le bureau d'ailleurs d'un principal négociant et Ravera, dans son bureau-là, que se crée tout l'Institut qui va créer toute cette imaginerie qui va opposer aussi les uns et les autres, diviser les uns et les autres et donner des représentations xénophobes et racistes de ceux qu'on emploie dans les colonies, mais ici aussi. Oui, moi je posais cette question parce que, et de continuité historique jusqu'à aujourd'hui, parce que j'y vois une certaine logique entre ceux qui ont créé ça et aujourd'hui le maire de cette ville qui est Le Havre, qui veut créer un statut particulier pour les musulmans en France, ce qu'il avait écrit dans son dernier livre où ça surpris beaucoup de monde, qui veut revenir sur les accords d'Alger, qui, lorsqu'il y a les révoltes par rapport au jeune Naël, à la mort du jeune Naël, et donc il y a des révoltes qui au Havre sont plutôt tranquilles, on ne va pas se mentir, parlent de racisme anti-blanc et tout ça, et je trouve que c'est révélateur de ça aussi, comment des idées qui aujourd'hui réapparaissent sur le débat public sont en fait la continuité, et des continuités qui sont aussi faites de personnes, de classes sociales et de camps politiques, et que ce ne sont pas des nouveautés. Là-dessus, je pense que, pour reprendre un petit peu l'exemple de certaines vignettes sur les rues du Havre, on peut voir que, par exemple, il y a une école, mais il y a aussi une avenue Paul Bert. Bon, Paul Bert, c'est l'exemple type d'une certaine forme de républicanisme au 19e. Il fait partie du gouvernement Ferry, donc du gouvernement de l'école laïque, obligatoire, etc., donc progressiste. Or, scientifique de formation, il travaille avec l'Institut anthropologique de Paris pour catégorier les races avec, en haut les Chinois, et puis tout en bas de l'échelle, les Noirs, etc. Et comme il est dans le cabinet du gouvernement Ferry, il écrit les manuels scolaires pour cette nouvelle école gratuite, démocratique, obligatoire, etc., où on va enseigner aux enfants le fait qu'il y a différentes races et que le nègre n'est pas très intelligent et fait plutôt feignant, langoureux, etc. Bon, enfin bref, l'arabe, le chinois. Bref. Et donc, jusque dans les années 30, les manuels scolaires vont reprendre ces trucs de Paul Bert. C'est-à-dire que le premier gouvernement de la Troisième République va générer et diffuser au niveau massif un racisme républicain. Et je pense qu'on n'est pas encore relevé de cette empreinte historique, c'est-à-dire que quelque part, les races, la question de l'existence des races pour l'être humain, qui est une incongruité scientifique, perdure par toute cette idéologie qui a pu être diffusée à un échelon massif sous un couvert républicain. Donc c'est ça un petit peu la continuité entre les gens dont on parle dans le passé et puis comment aujourd'hui ça perdure. Voilà, il y a des responsabilités historiques qu'on essaie de pointer chez un certain nombre de personnages. Il y a un moment donné où dans le livre, vous parlez des docks et du café et vous demandez aux Havrais ou aux personnes qui peuvent aller au Havre d'avoir une pensée sur ce qui s'y passait pendant une période
sur ce qui s'y passait et sur l'importance que ça a eu dans l'histoire. Et j'ai eu cette pensée, moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle, au Havre, parce que quand je suis arrivé, moi j'aime bien regarder les choses sous un prisme politique, en tant que militant, et je me suis retrouvé, je ne sais plus si c'est la première année ou deuxième année où j'étais arrivé, il y avait la Transat qui était là, donc avec les enfants on a été faire un tour en famille, et je me suis dit c'est quand même dingue, parce que la Transat se passe sous le joug de Jacques Vabre, une marque sur le café. J'ai vu quelques discours, je ne sais plus si c'est de la marque ou de la Transat, sur le bilan fait, sur le passé sur le passé du café et de l'esclavagisme et tout ça. Et j'ai trouvé quand même un certain cynisme, personnellement, de me retrouver dans ce lieu avec des bateaux extrêmement chers qui appartiennent pour beaucoup à des familles héritant de ce patrimoine-là, avec des Occidentaux qui vont faire le tour du monde, dans une compétition sponsorisée par une marque de café et qui sort des docks du Havre. Je veux avoir votre avis là-dessus, parce que moi c'est un des moments un petit peu improbables qui m'a assailli, et où je me suis dit c'est un super sujet politique, il faudrait qu'il soit abordé au Havre, ça serait dommage de ne pas en discuter. Bah écoute, moi sur la Transat Jacques Vabre, je vais te donner un point de vue personnel. On n'a pas discuté plus que ça en écrivant le bouquin. Pour moi, ça présente ce genre de manifestations sportives qui sont, comme d'ailleurs les autres sports, totalement sponsorisés par les entreprises, boîtes d'assurance et tout du CAC 40. Ne présente pas un intérêt personnel, etc., particulier. Le fait que ça parte du Havre et que ce soit sponsorisé par le Café Jacques Vabre, c'est évidemment une allusion au passé colonial et au fait que, si je ne me trompe pas, au 19e, le cours international du café était fixé à la bourse du Havre. Donc voilà, les gens honorent, les gens qui ont de l'argent honorent la mémoire qu'ils veulent, et en l'occurrence là, c'est la mémoire du commerce du café et du commerce colonial du café au Havre. Moi, c'est un constat. Mais, sur cet aspect, en effet, c'est extrêmement important le port du Havre sur le café. Hein. Ça, on ne va pas redévelopper, mais vous les retrouvez là-dedans. Mais je crois que l'association Mémoire et Patrimoine a fait une action auprès des organisateurs de la Transat pour justement qu'au moment des départs, ou je ne sais pas, ou au cours de la manifestation, soit rappelée une partie de cette mémoire-là. C'était en discussion. Il faudra leur demander à eux parce qu'ils ont plus avancé. Et puis ça ne s'est pas conclu, mais ce n'était pas totalement impossible. Mais ça ne s'est pas fait à la fin. Bon, voilà. Donc c'est important, cette histoire-là. C'est pour ça qu'on a dit quelque part que sur ce quai-là, s'il y avait quelque part une mémoire du passé colonial, du café esclavagiste, etc. et tout, ici, ça serait quand même bien. Ouais, c'est ça. Mais bon, sur l'histoire du sport, par ailleurs, bon, je ne sais pas... tu vois, je suis content quand même que ce soit Charles Dolin qui ait gagné, pulvérisé le record du Tour du monde à la voile en solitaire. Bon, quelque part, ça ne porte pas sur eux. Donc, bon, il y a d'autres aussi manifestations sportives qui existent dans des pays qui ont été dominés, qui permettent aussi, bon, de faire ça. Parfois, pas toujours, parfois, le sport permet d'échanger.
Même si la navigation, les circumnavigations, ça a surtout été les Européens. Bon. Mais les Chinois avaient quand même quasiment fait la découverte du monde entier en 1410, avant qu'arrivent les Portugais dans l'océan Indien, quand même. Ils avaient de l'avance, avec des flottes de jonques, avec des milliers et des milliers de gens qui allaient découvrir, etc. Et tout, Il y en a eu d'autres. Et donc ils rappellent aussi, eux, cette mémoire, et dans les compétitions, mais ils rappellent aussi cette mémoire que eux aussi, ils ont conquis un petit peu, mais ils n'ont pas fait de conquête. Ils ont simplement établi des liens commerciaux. Voilà, mais ils n'ont pas fait de colonisation. Bon. Et les Vikings avant eux. Ah bah les Vikings, au fait, bah oui, c'est vrai, bah ouais, au fait, bah oui. Bah oui, bien sûr. Est-ce que je peux faire un peu le chauvin? Ouais. Moi, je viens du Pays Basque, à ce qui paraît, des Français avant tout le monde. Comment? Et si, j'avais une autre question pour les gens comme moi qui, au sortir de ce livre, ont envie de creuser un petit peu plus. Est-ce que vous avez des auteurs, des chercheurs, pourquoi pas aussi des BDistes, enfin, quel que soit le média ou le moyen, qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qui veulent en savoir plus et qui veulent creuser plus? Alors, je pense que il y a différentes étapes de l'histoire coloniale du Havre et il y a des historiens qui sont havrais d'adoption ou d'origine, mais qui ont travaillé là-dessus sur les différentes périodes. Pour tous ceux qui s'intéressent à la période esclavagiste, traite négrière et du rôle du port du Havre dans la traite négrière, on peut renvoyer à tous les ouvrages de Éric Saunier, qui est professeur à l'université du Havre et qui a été notamment à l'origine l'année dernière de la formidable exposition, la mémoire normande, en montrant un petit peu le rôle des trois villes normandes, Rouen, Le Havre et le port d'Honfleur aussi, dans la traite négrière. Mais il a écrit de nombreux ouvrages sur la question. Il y a évidemment l'incontournable, alors pour la période suivante, c'est-à-dire l'âge du capitalisme industriel et donc sa construction coloniale, la thèse de Claude Malon, Le Havre colonial, qui est une espèce de somme à la fois sociologique, historique, économique, anthropologique sur le sujet. Et il y a un autre ouvrage qui est très intéressant sur justement toutes les familles de négociants, les familles d'armateurs et les notables locaux qui ont pu être liés à l'histoire coloniale, qui s'appelle Ces Messieurs du Havre de Édouard de Lobette. Bon, il y a eu beaucoup d'autres ouvrages, mais enfin, ceux-là sont quand même les fondamentaux pour approcher l'histoire coloniale de la ville. Super, d'ailleurs moi c'est Claude Malon, dernièrement j'essaie de me motiver à le lire parce que j'aimerais bien lui proposer une interview aussi sur tout le travail qu'il a fait, et Éric Saunier, on avait reçu sa femme sur les questions sur les maisons des femmes havraises qui défendaient le droit des femmes à l'époque. On l'avait reçu en conférence, c'était super intéressant, j'espère qu'on la recevra un jour. Et puis il y en a un aussi qu'on a mis dans la bibliographie, c'est Joseph Andras. Romancier. Parce que là, c'est pas dans une recherche historique, mais on a bien aimé quand même son, on peut dire, texte, poème, roman, S'il ne restait qu'un chien, où c'est le port du Havre qui raconte lui-même tout ce qui lui est passé dessus. Et lui, il réussit à faire un écrit court, bien sûr, mais il sait bien montrer aussi cette histoire-là. Et on aime bien
ce qu'il a écrit, et puis d'autres encore. Hein. Bon, il y a eu des romans, encore Claude Ballon, hein, Le promeneur des non-lieux, parce que lui, il en a fait aussi un roman, pas simplement un livre historique. Lui, avec ça, à partir aussi un peu des noms de rues, et surtout des maisons de la côte, là-haut, hein, bon, il écrit là sous forme romancée, mais pas vraiment romancée, mais un livre historique, mais pas une recherche historique vraiment. Et là, il donne cours à beaucoup de connexions et de voilà. Ça c'est un livre important. Il y a Anaïs Germandas aussi, non, qui fait des visites du Havre. Oui, ça. J'ai pas eu l'occasion encore. Oui. Oui, en général, c'est autour tous les ans, c'est le 10 mai, non, je dis une bêtise sur la date, enfin, sur la journée nationale sur l'abolition de l'esclavage. Et donc, il y a toujours une manifestation qui se tient, enfin, depuis quelques années, là-bas, devant la mini-stèle quasiment illisible qu'il y a pour se remémorer l'esclavagisme, etc. et tout, mais il y a maintenant une manifestation, une cérémonie, des discours, et une chose importante aussi qui a été faite à cette occasion-là, c'est par exemple que les lycéens du lycée Port-Océane, le meilleur lycée du Havre, bien entendu, à cause de son nom uniquement, qui ont fait il y a 2 ans tout un travail et qui ont été emmenés là-bas en Martinique avec l'association Mémoire et Patrimoine pour retrouver les traces avec les jeunes de là-bas de l'histoire coloniale entre la Martinique et le Havre. Et c'est des choses comme ça qui sont importantes. Ils ont fait aussi, ils l'ont mis en musique, ils l'ont représenté dans une de ces cérémonies-là qui ont lieu maintenant autour du MUMA. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui sont possibles et qu'il faudrait développer et aider. On peut inviter tranquillement les gens à acheter ce livre. Oui. Qui, si on fait partie, moi je trouve, si on est à vrai, c'est une grande partie de l'histoire de notre ville, on dit il est dommage de se priver. Même si, que ce soit pour des raisons historiques, juste de curiosité ou quoi, c'est un livre, je rappelle qu'il se lit super facilement, qu'il est très intéressant, qui donne envie de creuser plus. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis je mettrai de toute façon en lien le livre, les liens d'achat. Je pense qu'il est proposé à la galère maintenant. Oui, bien sûr. Oui. Donc, je voulais rajouter juste un truc, quelque part, juste un mot, c'est sur la question des mémoires. Parce qu'on nous dit à quoi ça sert de remuer ces mémoires-là, à quoi ça sert de revenir sur tout ça, c'est du passé, le colonialisme, et tout, etc. Et tout. Bon, je pense que les conservatrices du muséum ont mis une phrase, une citation en exergue de leur contribution qu'ils ont mis dans notre guide. Et je crois qu'elle est importante. Elles disent le passé est-il mort ou vit-il autour de nous et en nous à travers notre mémoire? C'est une chercheuse universitaire, Salimata Diop, de Dakar, qui travaille avec les conservatrices du muséum ici, justement sur la mémoire de Archinard au Sénégal, etc. Mais cette question-là, telle qu'elle est exprimée là, est vraiment importante. Parce que dans une ville comme la nôtre, il faut que l'ensemble des mémoires soient visibles et comprises, pas pour les opposer les unes aux autres, mais justement pour permettre de faire ensemble une communauté. Et ça ne peut pas marcher si la mémoire est trouée et si on occulte une partie de la mémoire. Bon. Et c'est pour dire ça. Quelquefois on nous dit oui, mais qu'est-ce que vous sortez ressortez tout ça, c'est fini, c'est passé. Non. Les mémoires sont toujours au travers de nous et ils ont besoin d'être chacune respectées.